Bonjour à tous et merci au comité Acute pour cette invitation. C'est très facile d'enchaîner après le topo précédent, qui a l'avantage quand même de nous faire bien relativiser tous nos petits problèmes qui deviennent dérisoires d'un seul coup. Néanmoins, je dois attaquer donc ce sujet sur la cybersécurité et je vais commencer par une petite anecdote concernant l'ironie du destin. Donc imaginez, nous sommes le jeudi 1er décembre et vous avez été conviés par le service informatique à une réunion concernant la cybersécurité. Auparavant, vous avez visionné cet excellent film qui a été réalisé par l'hôpital de Dax, qui racontait leur propre attaque. Donc, vous êtes extrêmement bien informés. Le jeudi soir, vous décidez avec votre chef de service d'acheter plein de gros disques durs pour faire de très belles sauvegardes. Le vendredi matin, vous quittez l'hôpital après votre garde en vous disant « Lundi matin, dernier carrage, j'apporte mon propre disque dur pour sauvegarder tout ce qu'il y a sur mon PC au travail. » mes cours, mes protocoles, etc. Et le samedi soir, l'hôpital est cyberattaqué, et là, boum, il n'y a plus rien. Donc, nous, on était donc très bien informés, il nous a manqué du temps pour nous préparer. L'objectif de ce topo, c'est de vous donner des petites clés pour vous aider à vous préparer vous-même, parce que malheureusement, c'est une triste histoire qui peut arriver à tout le monde. Donc on n'aura peut-être pas l'exposé sur l'état de la menace en France, mais en résumé, d'après l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des services informatiques, 10% des attaques actuellement en France concernent des établissements de santé. Et cette menace, elle est permanente et extrêmement élevée, donc on doit tous être prêts à faire face. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, il me manque la diapo précédente. Voilà, donc nous revenons à notre petite histoire. Nous sommes lundi matin et vous revenez dans les décombres fumants de votre hôpital et nous allons procéder au bilan des victimes. Alors, c'est un petit peu moins spectaculaire que sur un terrain de guerre, naturellement. Néanmoins, il y a beaucoup de portées disparues. Donc, le réseau de l'hôpital a complètement sauté. Les PC sont morts, en tout cas ceux qui n'ont pas été débranchés à temps, ils affichent des petites têtes de mort et ils sont inutilisables. Vous avez donc perdu l'accès à tous vos logiciels métiers, logiciels d'anesthésie, logiciels de consultation, logiciels de prescription, accès aux résultats d'examens biologiques, etc. Bien embêtant, vous avez perdu également l'accès à tous les dossiers informatisés des patients. Alors on pourrait se dire, bon, il y a quand même une trace papier la plupart du temps. Le problème, c'est que ces dossiers papier, ils sont archivés avec un registre informatisé. Donc dans certains cas, vous n'avez plus accès aux dossiers patients parce que vous ne savez pas où ils sont. Il y a dans l'hôpital 2 services qui sont particulièrement sinistrés, c'est le labo et la radio. Alors le laboratoire d'analyse médicale, c'est très compliqué. Ils doivent travailler avec sans étiquette, donc avec des trucs manuscrits, donc on a des problèmes d'identité-vigilance tout le temps. Et le moindre examen qui auparavant vous prenait 20 minutes va mettre 6 heures à être rendu. Encore faut-il qu'il y ait un coursier pour aller jusqu'au laboratoire, pour aller chercher les résultats. Donc tout devient extrêmement compliqué et il va falloir vraiment restreindre vos besoins de laboratoire. Et la radiologie, ma foi, elle fonctionne. Le problème, c'est que si vous voulez consulter un résultat radiologique, il faut vous rendre vous-même au niveau de la console pour aller consulter la radio. Dans les choses qui sautent également avec la perte du réseau, ce sont les répartiteurs. Alors les répartiteurs, c'est ce qui permet d'avoir les tracés pour la réanimation néonatale, la salle de travail. Donc ça signifie qu'il va falloir restreindre la voilure et le nombre de chambres. Et il va falloir également positionner du personnel soignant devant les portes pour servir de surveillance et d'alerte en cas de problème. Dans les autres choses qui ont disparu, eh bien, nos mails professionnels. Alors, à l'hôpital de Versailles, ils ont disparu corps et biens. On n'a jamais pu récupérer tout ce qui était sur nos mails pro. Certaines attaques ont été décrites également avec des pannes de circuits téléphoniques et des DECT. Enfin, last but not least, il y a les données de ressources humaines. Donc, vous imaginez bien que si vous aviez archivé tous vos tableaux de service sur de l'informatique uniquement, eh bien, vous avez perdu tout ce qui concerne vos heures de travail, votre temps additionnel. Et puis, c'est toujours un peu désagréable à évoquer, mais quand un hôpital est attaqué, ils prennent les dossiers des patients, mais vos données personnelles, avec votre numéro de sécurité sociale, enfin tout ce qu'il faut pour créer une fausse identité, est tombé dans l'escarcelle des pirates et peut réapparaître sur le dark web, être mis en vente. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est quand même de penser à changer tous vos mots de passe lorsque ça arrive.
Alors, quelle stratégie est-ce qu'on peut vous proposer pour essayer d'anticiper ces problèmes-là, en tout cas d'en minimiser la portée ? Bien évidemment, la meilleure chose, ce serait que l'attaque ne se produise pas. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de votre service informatique qui doit essayer de protéger au maximum le système. Alors, ça dépasse largement mes compétences, mais il est question d'architecture du réseau, de façon à ce que l'on protège le cœur central qui contient les données les plus importantes. Il faut également entraîner tous les gens qui utilisent des ordinateurs à ne pas répondre à du spam, à des mails suspects. Donc, il faut vraiment que vous sollicitiez vos services informatiques pour savoir où ils en sont, en quoi ils peuvent vous aider à faire des sauvegardes. Il y a également des systèmes de court-circuit. Donc, par exemple, nous, à l'hôpital de Versailles, ils ont vu l'attaque en cours, mais ils n'avaient pas enclenché le système qui permettait de la couper. Donc, ils l'ont vu se produire jusqu'à l'extrémité fatale, alors que l'hôpital d'Argenteuil, par exemple, a réussi à couper l'attaque en cours avec le même programme que nous. Ensuite, il va falloir anticiper au niveau de vos services en vous demandant tout ce que vous pouvez faire pour le jour où ça va arriver, parce que l'idée, ça va être de redémarrer le plus rapidement possible. Une attaque informatique, on en parle dans les journaux, on a l'impression que ça dure une semaine. En fait, on va vous en parler, mes collègues sur le Retex vont vous en parler, mais une attaque informatique, c'est des mois et des mois de galère qui vous attendent. Donc, il va falloir faire face au plus pressé, et puis ensuite, il va falloir durer également dans des conditions difficiles. Donc ça va passer par, évidemment, des sauvegardes. Pensez à sauvegarder vos travaux, vos protocoles, tout ce dont vous avez besoin, vos logiciels métiers, tout ça, il va falloir faire des sauvegardes. Et quand je parle de sauvegarde, bien évidemment, il va y avoir des sauvegardes informatisées à faire, mais également des sauvegardes sur papier, parce que vos sauvegardes informatisées, elles ne vous seront d'aucune utilité lorsque au lendemain de l'attaque, vous n'avez plus un seul PC fonctionnel dans l'hôpital. Donc, ça veut dire que vos protocoles, les papiers les plus importants, vous devez en disposer sous forme papier. En termes de papier également, il faut vous rendre compte que vous allez devoir repasser au papier pour la réanimation, les feuilles d'anesthésie, les consultations, tous les documents qu'on donne en consultation. Et vous allez devoir disposer, si possible, de stocks importants, parce que à l'instant où se produit l'attaque, bien évidemment, votre reprographie va être sursollicitée par l'ensemble des services de l'hôpital. Chez nous, il y avait un seul appareil de repro qui n'était pas plombé par l'attaque, donc autant vous dire que vous pouvez attendre plusieurs semaines avant d'obtenir les papiers dont vous avez besoin. Donc vous avez besoin d'avoir sauvegardé les documents, bien évidemment, sous forme informatique, mais également d'avoir du stock pour tenir plusieurs semaines après une attaque. Ensuite, la communication. Eh bien, avec la perte, en particulier, des mails professionnels, il faut bien se rendre compte que on doit faire face à une situation de crise où on ne peut plus utiliser les moyens de communication institutionnels habituels. Donc ça va nécessiter la mise en place de ce à quoi vous pourriez penser, des boucles WhatsApp, les mails perso. Ça, ce sont des choses quand même qui peuvent s'anticiper auparavant, notamment avec des boucles WhatsApp descendantes, direction, service, personnes qui travaillent dedans. J'ai mis un petit mot sur les fax parce que nous sommes toujours à la pointe du progrès. Les hôpitaux, on est à peu près les dernières personnes au XXIe siècle à toujours utiliser des fax, et on pourrait se dire que de telles antiquités ne devraient pas, passant par les lignes téléphoniques, être impactées par une cyberattaque. Or, c'est le cas. On a des fax un petit peu plus modernes qui sont branchés sur le réseau. Autant vous dire qu'après l'attaque, votre communication de base avec l'établissement français du sang est extrêmement problématique, donc il va falloir rapidement trouver d'autres moyens de communiquer avec les établissements extérieurs. Et bien évidemment, la communication avec les personnes externes à l'hôpital, vos consultants, vos correspondants habituels, va être compliquée parce que ils n'ont plus de moyens de vous joindre. Idem pour les patients, naturellement. Dernière chose, les tableaux de service, donc j'en vous en ai parlé tout à l'heure, il va falloir récupérer toutes les données concernant votre fonctionnement du service et on va réduire la voilure. Naturellement, on va devoir réduire temporairement le nombre de blocs opératoires, de chambres de réanimation, etc. Pour autant, on va avoir besoin de beaucoup de monde parce qu'il va falloir repositionner des gens sur des tâches de brancardage, de coursiers, de surveillance, etc. Donc il va falloir revoir toute l'organisation en termes de RH. Une petite to-do list sur les sauvegardes essentielles, donc bien évidemment dans les choses que l'on aimerait pouvoir sauvegarder, ce sont les dossiers, les données concernant les patients.
tous les dossiers, ça semble difficile en termes de taille, mais c'est vrai que nous, on aurait bien aimé pouvoir sauvegarder nos consultations d'anesthésie qui sont informatisées. On aurait bien aimé avoir un registre bien des numéros de dossiers aux archives qui soient bien actualisés. Tout le problème sur ces sauvegardes, c'est qu'on est censé les faire, bien évidemment, au fil de l'eau, pour avoir les données les plus récentes possibles, mais il faut que vous sachiez que pour les cyberattaques, en tout cas de celles dont nous avons été victimes, mais les précédentes également, ce sont des virus, entre guillemets, qui sont introduits au cœur du système des semaines, voire des mois auparavant, et qui vont être déclenchés à volonté par les pirates au moment où l'hôpital est le plus vulnérable, au mois d'août ou enfin en plein été pour le sud francilien, le samedi soir pour nous. Généralement, ça se passe le week-end. Ce qui signifie que dans vos sauvegardes, il y a potentiellement des choses qui sont complètement verrouillées. Donc, pour nous, l'ANSSI est intervenue sur site et a désinfecté les disques durs et les choses comme ça, de façon à remettre dans le circuit des choses qui étaient considérées comme saines. À quoi penser en termes de sauvegarde? Bien évidemment, vos protocoles et vos procédures, les configurations des logiciels métiers, si vous avez longuement transpiré dessus pour les faire un petit peu à votre main. Et puis alors les choses qui nous ont beaucoup manqué et que nous, on a dû aller récupérer au fin fond des poubelles sous forme papier, ce sont les programmes opératoires, le planning des consultations, les tableaux de service. Donc c'est vrai que si c'était à refaire et qu'on pouvait anticiper quelque chose, je pense qu'on ferait des belles sauvegardes de tous ces plannings très importants. Et puis dans les choses auxquelles on ne pense pas forcément, ce sont les listings de pharmacie, les listes de nos fournisseurs, tout ce qui concerne l'économa, ainsi que les plannings de maintenance biomédicale des appareils, parce que ça fait partie des certaines choses que nous avons perdues et qui sont difficiles à rattraper. Qu'est-ce que vous devez stocker comme papier? Tout ce à quoi vous pensez. Bon, bien évidemment, les feuilles d'anesthésie, de surveillance de réanimation, les feuilles de prescription, tous les documents dont vous avez besoin en consultation, donc avec les feuilles d'information, les ordonnances, les cahiers de traçabilité de matériel et de commandes. Et s'il y a vraiment une chose qui est hyper utile dans ce genre de circonstances, c'est de pouvoir disposer au moins un par service d'un photocopieur qui soit hors réseau, qui soit juste de la photocopie que vous puissiez utiliser immédiatement, parce que sinon c'est vrai que ça devient très compliqué. Donc en conclusion, vous devez vous préparer, qui que vous soyez, à avoir affronté en urgence ce genre de catastrophe. Et il faut bien y avoir conscience que quand ça arrive, les conséquences sont à très long terme. Donc il va falloir s'armer de patience, parce que c'est vous vous préparez pour un marathon. Donc Jean-Marie Brégé et Alexandre Broca vont vous faire un petit peu le rétexte de ce qui est arrivé dans nos établissements. Mais voyez, nous, on est loin d'en être sortis à l'heure actuelle.